Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du Monde, version Moyen-Orient, pour ce jeudi, le 17 février 2022. On commence tout de suite avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu mardi à Bruxelles pour participer à la sixième session du sommet Union européenne-Union africaine qui doit se tenir aujourd'hui et demain, les 17 et 18 février, au siège de l'Union européenne. Le président Sisi a eu hier des entretiens avec le roi Louis-Philippe Léopold et le Premier ministre belge Alexandre De Croo pour examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales au profit des intérêts communs des deux pays et des peuples amis. Le chef de l'État a également rencontré hier les PDG de plusieurs sociétés belges. Voyons ensemble ce compte-rendu. Le président el-Sisi a l'intention de mettre l'accent à Bruxelles au cours des événements du sommet Union européenne-Union africaine sur diverses questions qui préoccupent les pays africains, surtout en ce qui concerne le renforcement des relations internationales pour faciliter leur intégration dans l'économie mondiale, en plus de souligner la nécessité de fournir un soutien efficace à ces pays, tout en essayant d'atteindre les objectifs de développement durable 2030, de transférer la technologie vers les pays en développement, d'y attirer les investissements étrangers et de leur permettre d'accroître leur recours aux sources d'énergie renouvelables. Le président el-Sisi devra présenter les préparatifs de l'Égypte pour accueillir le prochain sommet des Nations Unies sur le climat, COP27, en novembre prochain, afin que les efforts égyptiens déployés à cet égard, visant à atteindre des résultats équilibrés et réalisables, outre la promotion à élaborer une vision commune pour soutenir et financer le continent africain pendant la pandémie de Covid-19. Le président el-Sisi a rencontré hier le roi de la Belgique, le roi Philippe, qui a salué le rôle central joué par l'Égypte dans la consolidation de la stabilité au Proche-Orient et en Afrique, notamment dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine et le terrorisme, la réalisation de la coexistence entre les religions en soutenant des solutions pacifiques aux crises existantes dans son environnement régional. Le président el-Sisi s'est réuni avec un groupe d'hommes d'affaires belges pour examiner les moyens de faire progresser la coopération dans les domaines économiques, commerciaux et d'investissement entre les deux parties. De plus, il a rencontré les dirigeants de l'Union européenne ainsi que certains chefs d'État et de gouvernement pour examiner l'avancement des cadres de coopération bilatéraux, en plus des différentes questions régionales et internationales. El-Sisi a rencontré également le PDG du groupe belge Jean Denul. La réunion a porté sur les perspectives de coopération entre la partie égyptienne et la société belge concernant les projets d'aménagement et de protection des plages côtières égyptiennes, surtout à la Méditerranée. La réunion a aussi porté sur le suivi de la coopération dans le domaine de la production d'hydrogène vert pour la production d'électricité. Le président el-Sisi a en outre rencontré M. Jean-Luc Morange, PDG de la société belge Jean Coquerille, pour les industries de défense, qui a souligné son souci de coopérer avec l'Égypte, surtout à la lumière de l'importance de son rôle dans le renforcement des fondements de la stabilité et de la sécurité au Moyen-Orient, dans la Méditerranée orientale et dans le continent africain, ainsi que le rôle éminent de l'Égypte dans les efforts internationaux de lutte contre le terrorisme. Et l'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, Hans Grünberg, a fait écho à la condamnation par le secrétaire général des récentes attaques des Houthis contre les Émirats arabes unis. S'exprimant lors d'une réunion du Conseil de sécurité, M. Grünberg a déclaré qu'à la suite des attaques des Houthis contre les Émirats arabes unis le mois dernier, notamment une attaque de drone à Abu Dhabi qui avait tué 3 personnes, il devrait être évident pour tout le monde à quel point les enjeux sont devenus importants. L'envoyé pour le Yémen a ajouté que mettre terme à la guerre au Yémen est un choix et que ce choix est possible malgré les défis.
Je cite, un processus politique sous les auspices de l'ONU est la meilleure voie à suivre, a-t-il précisé. M. Grunberg a indiqué qu'il était en train d'élaborer un cadre qui définit son plan visant à se diriger vers un règlement politique inclusif et notamment la mise en place d'un processus à plusieurs voies. Je cite, grâce à ce processus, les intérêts des parties belligérantes pourront être pris en compte dans le contexte d'un programme yéménite plus large selon les 3 axes politiques, sécuritaires et économiques, a-t-il expliqué. Et le gouvernement saoudien a promis mardi son soutien aux efforts américains pour empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Il a également remercié l'Amérique d'avoir soutenu le Royaume dans la défense de son territoire contre les attaques des Houthis au Yémen. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse saoudienne. L'annonce du gouvernement est intervenue dans un communiqué publié à la suite d'une réunion présidée par le roi Salman Ben Abdelaziz. Les membres du cabinet ont félicité le président américain Joe Biden pour avoir exprimé l'engagement des États-Unis à soutenir le Royaume dans la défense de ses terres et de ses citoyens et à répondre aux besoins de défendre de l'Arabie saoudite. De pourparlers sur un nouvel accord nucléaire avec l'Iran sont en cours à Vienne au milieu des craintes occidentales croissantes concernant l'accélération des avancées nucléaires de Téhéran, considérées par les puissances occidentales comme irréversibles, à moins qu'un accord ne soit conclu rapidement. Et des dizaines de personnes ont été blessées lors de violents affrontements à Jérusalem-Est dimanche soir, alors que les colons poursuivaient leur tentative d'expulsion forcée de familles palestiniennes de leurs maisons. Les attaques des colons contre les habitants de Jérusalem se sont poursuivies jusqu'au petit matin, des groupes lançant des pierres sur les maisons, pulvérisant du gaz poivré et hissant des drapeaux israéliens. Selon le Croissant Rouge palestinien, 31 personnes ont été blessées après avoir été touchées par des grenades assourdissantes, des balles en caoutchouc et du gaz poivré. Parmi elles figurent 3 ambulanciers, un journaliste et 2 militants étrangers. La police et les gardes-frontières israéliens qui se sont déployés principalement pour protéger les colons se sont joints aux attaques contre les citoyens palestiniens, ce qui a provoqué une nouvelle escalade du conflit. Par ailleurs, le président palestinien Mahmoud Abbas a salué les sacrifices des habitants de Jérusalem et leur fermeté face aux mesures arbitraires des forces d'occupation israéliennes. Et l'émissaire de l'ONU, Stephanie Williams, a rencontré dimanche en Libye les 2 dirigeants rivaux, en les appelant à préserver la stabilité sans prendre position. Minée par les luttes de pouvoir et les divisions, la Libye a aujourd'hui 2 premiers ministres siégeant dans la capitale Tripoli. Le Parlement a en effet désigné le 10 février Fathi Bashagha pour remplacer à la tête du gouvernement d'Abdelhamid Beiba, qui a refusé jusqu'ici de céder le pouvoir. Dans ce chaos politique, l'américaine Stephanie Williams, conseillère spéciale du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour la Libye, a rencontré à Tripoli M. Beiba, lui réitérant l'importance pour tous les acteurs de préserver la stabilité. Mme Williams a également rencontré le Premier ministre désigné, M. Bashagha, à qui elle a souligné la nécessité d'aller de l'avant de manière inclusive, transparente et consensuelle et de maintenir la stabilité. L'accent doit continuer à être mis sur la tenue d'élections nationales libres, justes et inclusives dans les plus brefs délais, lui a-t-elle signifié, confirmant la position de neutralité adoptée par l'ONU dans ce dossier complexe. Le porte-parole de l'ONU avait déclaré que l'organisation internationale continuait de reconnaître M. Beiba comme Premier ministre, mais M. Guterres a nuancé cette position en indiquant avoir pris acte de la désignation de M. Bashagha et en appelant toutes les parties à continuer à préserver la stabilité en Libye comme priorité absolue.
Après des années de violence, un processus politique parrainé par l'ONU a abouti à la désignation début 2021 de Abdelhamid Dbeiba pour gérer la transition jusqu'à des élections présidentielles et législatives. Celles-ci, prévues initialement en décembre 2021, ont finalement été reportées en raison des divergences. Le Parlement, qui est basé à Tobruk dans l'est du pays, estime que le mandat de l'exécutif a expiré avec ce report, mais M. Dbeiba a affirmé qu'il ne céderait le pouvoir qu'à un gouvernement élu. M. Bachara a jusqu'au 24 février pour former son gouvernement et le soumettre au Parlement. Et des membres du groupe Shebab ont lancé simultanément dans et autour de la capitale somalienne Mogadiscio au cours de la nuit de mardi à mercredi, tuant 2 personnes et en blessant une vingtaine d'autres. C'est ce qu'a indiqué la police. Des hommes lourdement armés ont investi un commissariat et ont échangé des tirs avec les forces de sécurité après avoir fait exploser une voiture piégée. Les assaillants ont également saisi un véhicule de police et sont actuellement poursuivis par des policiers. Au cours d'une deuxième attaque, les terroristes ont visé le quartier de Dar es Salaam dans les environs de Mogadiscio. 2 jeunes filles sont mortes dans l'incident, tandis que 16 autres civils et 3 membres des forces de sécurité ont été blessés. Les Shebab ont revendiqué les attaques, affirmant avoir visé 6 endroits dans et autour de la capitale. Le pays est plongé dans une profonde crise politique depuis que le président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, a vu son mandat expirer le 8 février 2021 sans avoir réussi à organiser des élections. Depuis, le président et son premier ministre affichent régulièrement leurs différends qui viennent alimenter les retards du processus électoral. Et les autorités du Kurdistan autonome dans le nord de l'Irak ont rejeté un verdict de la justice fédérale sommant la région de livrer le pétrole produit dans ces territoires au pouvoir de Bagdad. Mardi, la Cour suprême fédérale a jugé inconstitutionnelle une loi de 2007 adoptée par le Kurdistan pour régler le secteur des hydrocarbures. La Cour a autorisé les autorités de Bagdad à passer en revue tous les contrats pétroliers passés par le Kurdistan, voire à les faire annuler. L'arrêt somme aussi le Kurdistan de livrer l'intégralité de la production des champs pétroliers du Kurdistan au gouvernement fédéral. Cette décision de la Cour suprême fédérale est injuste et inconstitutionnelle, déplore un communiqué du gouvernement du Kurdistan assurant qu'il prendra toutes les dispositions légales pour protéger et préserver tous les contrats des hydrocarbures. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde, version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.